On va commencer cette présentation sur l'absurdité du système économique mondial par ce fait qui s'est passé à la Bourse de New York le lundi 21 avril. On a vu le cours du pétrole passer en dessous de zéro, le baril se vendre à moins 37 dollars, c'est-à-dire en fait des spéculateurs qui payent pour se débarrasser d'un produit parce qu'ils débordent de leur cuve. Bon, ça c'est le résultat des mesures de confinement contre la pandémie qui ont créé une telle diminution de l'économie mondiale que les besoins en pétrole ont chuté de 30% en avril et devraient chuter de 25% en mai. C'est une surproduction latente qui existait avant sur le marché du pétrole qui s'est aggravée du fait de la pandémie. Alors le simple bon sens voudrait qu'on réduise la production pour l'ajuster à la consommation. Bon, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, les producteurs, il y a dans tout le mécanisme qui l'usine à gaz en quelque sorte qui régit les marchés du pétrole, il y a des oppositions, il y a des concurrences, en particulier la concurrence entre producteurs fait que eux refusent de baisser leur prix parce qu'ils sont sur un marché qui est déjà en concurrence, qui est déjà sous tension. Et donc, aucun ne veut lâcher par rapport à l'autre, quitte à perdre de l'argent, à baisser. Et donc, ils se sont mis d'accord, ils ont fini par se mettre d'accord le 15 avril, le 16 avril, après des pressions, après que la Russie et l'Arabie Saoudite en particulier se soient opposés à toute baisse, ils ont fini par se mettre d'accord sur une baisse de 10%, ce qui est bien insuffisant. Alors, bon, chacun a tout fait, en fait, pour que la part du gâteau, pour perdre le moins possible au détriment des autres. Voilà, c'est tout, c'est toujours la même combine, au risque d'entraîner l'économie mondiale à travers toutes ces combines obscures dans une dépression et la faillite. Alors cette dépression, elle y est déjà, mais voilà. Mais le fait que le pétrole se trouve quand même au cœur de l'économie mondiale est un élément essentiel. On parle parfois de l'industrie, de la civilisation du pétrole, en ce sens qu'il est dans tous les méandres de la société, à tort ou à raison, mais c'est un fait. C'est vraiment d'une gravité importante, ce qui illustre un article qui est paru dans Mediapart il y a quelques jours, qui est signé de Martine Orange, qui écrit, entre autres, finit son article en disant « La crise de l'économie provoquée par le Covid-19 est beaucoup plus sérieuse et sans doute beaucoup plus longue que prévu. Elle est en train de créer des dérèglements qui n'avaient jamais été imaginés. Voir le prix du brut tomber en négatif est une alerte très forte, historique, traduisant une économie mondiale effondrée et qui aura du mal à redémarrer comme avant. » Bon, voilà, c'est ça, je crois, pour résumer ce que je disais auparavant, c'est l'illustration de ce qu'est le capitalisme mondialisé, qui est aveuglé par la spéculation et l'avidité financière, qui est tétanisé et qui court vers la faillite et qui est quasiment dedans. Alors, cette pandémie, elle révèle en fait l'aberration de l'organisation capitaliste à la production, pas seulement des aspects financiers qui sont qu'on voit ici, mais aussi de toute l'organisation qui résulte en fait de 40 années de mondialisation. Alors ça ne veut pas dire que c'était plus rationnel avant, mais là c'est encore pire, parce que ça touche l'ensemble de la planète. Le recul de la consommation de pétrole, qui était déjà patent avant la pandémie, a été brusquement accentué par celle-ci, en particulier dans les transports maritimes, dans tout le système de commerce international, le transport maritime, les routiers, aériens, etc. Et en particulier dans le transport aérien, il est particulièrement touché par la crise. Bon, un exemple, en France, l'aéroport de Orly a été fermé il y a déjà pas mal de temps. L'aéroport de Francfort, qui est un des grands aéroports européens, une plaque tournante européenne du trafic international, il est quasiment à l'arrêt. Les pistes servent de parking aux avions cloués au sol et il y a 20 000 travailleurs qui ont été mis en chômage partiel. Ça donne une image un peu de l'ampleur de la catastrophe et des conséquences sociales que ça a dans un pays qui est relativement moderne. L'Allemagne, c'est pas ou la France, ce sont des pays qui sont riches, qui peuvent absorber une partie du choc et payer des chômages partiels à des travailleurs, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays au monde. Alors beaucoup de compagnies auront bien du mal à survivre. On parle de faillites qui sont prévues dans les compagnies low cost en particulier, d'autant qu'une reprise normale n'est pas attendue par les plus optimistes avant 2021, et on parle aussi surtout de 2022. On voit des États qui avaient ouvert le capital de leurs compagnies nationales envisager aujourd'hui de les nationaliser, c'est le cas en Italie. Alors en France, c'est pas le cas, mais quand même, la Hollande et puis la France ont décidé de mettre quand même 10 milliards à disposition de la France KLM, dont 7 milliards pour Air
Air France. Et le maire parle aussi d'un prêt de 5 milliards qui serait à l'étude pour Renault. Donc tout ça, ça donne une image un peu de l'intervention des États, ce qu'ils se préparent à faire pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être de la catastrophe. Alors cet arrêt du trafic aérien, le fait que sa reprise ne peut se produire en plus qu'à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la crise, ben, ça a une influence sur les perspectives de la construction aéronautique. Et on a vu là récemment Airbus qui est en train de préparer toute une campagne pour expliquer, oh là là, on va vers la faillite pour obtenir d'une part sûrement du pognon de l'État et puis d'autre part de préparer les travailleurs à suer le gouvernement, à se mettre au boulot pour éviter une faillite ou du moins des licenciements et des suppressions d'emplois. Mais ça n'empêche pas Airbus de pousser à la reprise du travail qu'elle explique en disant qu'il y a des commandes à honorer, hein, mais surtout c'est la volonté de se placer, de se préparer à la reprise, à affronter une concurrence qui est exacerbée par une probable réduction des marchés à laquelle elle se prépare en même temps en préparant les travailleurs psychologiquement, en prenant un licenciement. Et ce raisonnement, ben, il est dans tous les secteurs qui sont en train de pousser à la reprise en ce moment, comme celui de l'automobile, c'est-à-dire essayer de se placer face à la concurrence. Donc ils sont tous dans cette situation-là. La concurrence est en train de rétrécir, d'augmenter avec la restriction des marchés. Il faut d'autant plus être prêt pour la reprise, pour au moins récupérer une partie de ces marchés. Alors, dans le secteur hospitalier, mobilisé face à la crise épidémiologique, ben, on est face à deux difficultés en quelque sorte. D'une part, ben, c'est le faire face aux conséquences de la destruction qu'a subi le système de santé public au cours des dizaines d'années hein, par les politiques de tous les gouvernements, faire face à l'incurie du gouvernement actuel qui est quand même pas très dégourdi, et puis en même temps faire face à la difficulté de s'approvisionner en matériel médical de protection. On raconte pas l'affaire des masques, des respirateurs et tout ça, et puis de traitements, hein, et puis des médicaments et médicaments destinés à traiter ou au moins à soulager la crise. Et là, on découvre brutalement que les usines capables de fabriquer massivement des masques de façon industrielle, des respirateurs, etc., se trouvent en Chine, en Turquie, dans les pays on découvre brutalement que les usines capables de fabriquer massivement des masques de façon industrielle, elles se trouvent en Chine ou en Turquie, que la production des molécules de base utilisées par les multinationales pharmaceutiques, elles sont en Chine. Hein. Pour une part importante, hein, par exemple 60% de la production mondiale de paracétamol, 90% de la pénicilline, 50% de l'ibuprofène, qui est un élément indispensable utilisé dans les services de réanimation. Bon, tout ça s'est concentré en Chine, et en particulier une bonne partie dans la fameuse province de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, hein, qui a été mise en quarantaine dès le début, ce qui a bloqué la production et les circuits de circulation de ces produits au moment même où l'épidémie se répandait, où la demande mondiale explosait. Donc tout ça, c'est la conséquence en fait d'un phénomène qui s'est produit au cours de la mondialisation de la production, où l'expansion des multinationales a éclaté les chaînes de production, hein, ce qu'ils appellent les chaînes de valeur, pour montrer bien que ce qui les préoccupe, c'est pas trop ce qu'ils produisent, mais la valeur que ça leur apporte, qui vont de l'obtention de matières premières aux produits finis, en passant par la fabrication de divers composants. Alors, tout ça dans une multitude d'entreprises à des statuts divers, qui sont des filiales d'un groupe, des sous-traitants indépendants, sous-traitants appartenant à d'autres filiales, etc. Donc tout un réseau d'entreprises dont la seule, le moteur de création de ce genre de système, c'est la recherche de la main-d'œuvre la moins chère possible, associée à la baisse des coûts de transport, qui a permis effectivement de déplacer des marchandises pour pas cher, à l'ouverture des frontières à la circulation des capitaux et des marchandises, ainsi qu'au développement de l'informatique et des réseaux, qui a permis à ces entreprises de coordonner les productions. Donc tout ça, ça a éparpillé les maillons de ces chaînes de valeur sur toute la planète, un peu au gré des opportunités. Et il se trouve que la Chine, parce qu'elle représentait les meilleures de ces opportunités, est devenue en quelques années l'usine du monde, quoi. Et en particulier pendant les 10 dernières années, où, comme le dit la Tribune, il y a 10 ans, la Chine était à la périphérie des principales chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, elle est au centre du jeu. Donc en 10 ans, la Chine est passée de la périphérie des chaînes de valeur, où elle produisait effectivement, mais bon, en dehors un peu en périphérie, là, elle est au centre du jeu parce qu'elle a acquis
une compétence, elle a acquis en particulier dans la recherche, dans le développement. Il y a les écoles d'ingénieurs en Chine n'ont rien à envier, sinon au contraire, à celles qui se trouvent dans les pays, les anciens pays industrialisés, qui au contraire, eux, se déglinguent petit à petit. Alors en plus, cette course au coût minimum, elle a développé la pratique du flux tendu, en réduisant les stocks au minimum et en préparant ainsi la pénurie et le blocage de toute la chaîne lorsqu'un des maillons se rompt. Il suffit qu'un élément fasse défaut pour que tout s'arrête, constaté un dirigeant d'Airbus récemment, et c'est tout ça en fait qui illustre un peu l'état de ce mécanisme-là, qui sont liés à une organisation, qui ne sont pas liés aux capitaux, hein, sont liés à l'organisation, qui résulte de la recherche de capitaux maximum, mais qui se traduit concrètement par des implantations d'usines et puis des réseaux qui communiquent entre elles. L'ensemble de l'économie mondiale subit aujourd'hui les conséquences de ce système, en fait de la fragilité de ces chaînes de production qui se sont avérées incapables de faire face à la brutalité du choc qui est dû à la pandémie, auquel elles ne s'étaient pas préparées. Donc, ce que je viens de développer là, c'est loin d'être exhaustif. Hein. On pourrait parler de l'agriculture, on pourrait parler du tourisme qui est frappé d'une manière absolument considérable. Mais bon, ce développement n'est pas exhaustif, mais il suffit à montrer que la récession actuelle, la forme qu'elle prend, les enchaînements en cascade qu'elle connaît, ne résultent en aucune façon de quelconque loi économique immanente contre lesquelles on ne pourrait rien, sinon tenter de se protéger à leurs effets. La cause, elle est dans l'organisation capitaliste de la production, la façon selon laquelle, au stade du capitalisme mondialisé, c'est-à-dire le capitalisme des multinationales, ce sont elles qui font la loi, hein, qui organisent la production, la société humaine produit et échange ses moyens de subsistance, c'est un mot d'Engels, il définissait l'économie comme ça, c'est-à-dire la façon dont les sociétés humaines produisent et échangent ses moyens de production. Aujourd'hui, elle le fait à une échelle globale, dans le cadre du capitalisme mondialisé, et c'est tout ça qui est en panne. Alors ces réseaux de production et d'échange qui se sont étendus comme des tentacules au cours des 10 dernières décennies, ils l'ont fait pour répondre à une seule exigence, celle de la rentabilité immédiate, dans le cadre de la concurrence entre multinationales, et la fragilité qui se révèle aujourd'hui dans ces chaînes de valeur, en les rendant incapables de remplir leurs fonctions productives, n'est qu'une conséquence des conditions anarchiques dans lesquelles elles se sont constituées. L'interprétation des secteurs économiques, en plus, il est tel que tout ralentissement de l'un d'entre eux se répercute sur tous les autres et on a une espèce d'équilibre instable, comme une espèce de château de sable, de cartes, qui, dès qu'il y en a une qui tombe, fait effondrer tout le reste. Confrontés à une récession qui survient plus vite et plus brutalement que ce qu'ils avaient prévu, hein, les grands patrons, les chefs d'État, les économistes, se penchent sur les mesures qui pourraient éviter qu'elles n'entraînent l'effondrement du système. Bon, ils le font essentiellement par le recours à des milliards en crédit sans limite, et en même temps, ils prétendent prévoir l'avenir, échapper à leur propre chaos, hein, de la course au profit et de la concurrence mondialisée, comme s'ils pouvaient, ou s'ils voulaient, mais l'un et l'autre est impossible, faire revenir en arrière la roue de l'histoire. Hein. Ils nous parlent de relocalisation, de retrouver l'indépendance nationale dans certaines industries stratégiques, mais tout ça, c'est du pipeau. C'est surtout pour tenter de dévoyer la colère des plus pauvres, des travailleurs et de la petite bourgeoisie, derrière les illusions, une espèce de miroir aux alouettes, les illusions de repli national, tout en se préparant à une concurrence mondiale encore plus acharnée dans les mois et les années à venir. C'est ça l'idée de fond. C'est d'une part cette mécanique qui s'est mise en place et qui débouche sur cette organisation du monde qui s'est foutue en panne, qui a été bloquée par la crise et qui est incapable d'en sortir, qui entraîne le monde dans une crise qui était déjà latente auparavant, mais qui va se traduire actuellement par une recherche par une accentuation d'un pays qui a absorbé une partie du choc et payé le chômage partiel des travailleurs, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays au monde. Alors, beaucoup de compagnies auront bien du mal à survivre. On parle de faillites qui sont prévues dans les compagnies low cost en particulier, d'autant qu'une reprise normale n'est pas attendue par les plus optimistes avant 2021, et on parle aussi surtout de 2022. On voit des États qui avaient ouvert le capital de leurs compagnies nationales, envisager aujourd'hui de les nationaliser, c'est le cas en Italie. Alors en France, c'est pas le cas, hein, mais quand même, la Hollande et puis la France ont décidé de mettre quand même 10 milliards à disposition d'Air France et KLM, dont 7 milliards pour Air France,
Et le maire parle aussi d'un prêt de 5 milliards qui serait à l'étude pour Renault. Donc tout ça, ça donne une image un peu de l'intervention des États, ce qu'ils se préparent à faire pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être de la catastrophe. Alors cet arrêt du trafic aérien, le fait que sa reprise ne peut se produire en plus qu'à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la crise, ben, ça a une influence sur les perspectives de la construction aéronautique. Et on a vu là récemment Airbus qui est en train de préparer toute une campagne pour expliquer, oh là là, on va vers la faillite pour obtenir d'une part sûrement du pognon de l'État et puis d'autre part de préparer les travailleurs à suer le gouvernement, à se mettre au boulot pour éviter une faillite ou du moins des licenciements et des suppressions d'emplois. Mais ça n'empêche pas Airbus de pousser à la reprise du travail. Reprise du travail qu'elle explique en disant qu'il y a des commandes à honorer, hein, mais surtout, c'est la volonté de se placer, de se préparer à la reprise, à affronter une concurrence qui est exacerbée par une probable réduction des marchés, à laquelle elle se prépare en même temps en préparant les travailleurs psychologiquement, en prenant un licenciement. Et ce raisonnement, il est dans tous les secteurs qui sont en train de pousser à la reprise en ce moment, comme celui de l'automobile, c'est-à-dire essayer de se placer face à la concurrence. Donc ils sont tous dans cette situation-là. La concurrence est en train de rétrécir, d'augmenter avec la restriction des marchés. Il faut d'autant plus être prêt pour la reprise, pour au moins récupérer une partie de ces marchés. Alors, dans le secteur hospitalier, mobilisé face à la crise épidémiologique, on est face à deux difficultés en quelque sorte. D'une part, c'est le faire face aux conséquences de la destruction qu'a subi le système de santé public au cours des dizaines d'années hein, par les politiques de tous les gouvernements. Faire face à l'incurie du gouvernement actuel qui est quand même pas très dégourdi. Et puis en même temps, faire face à la difficulté de s'approvisionner en matériel médical de protection. On raconte pas l'affaire des masques, des respirateurs et tout ça, et puis de traitements, hein, et puis des médicaments et médicaments destinés à traiter ou au moins à soulager la crise. On découvre brutalement que les usines capables de fabriquer massivement des masques de façon industrielle, elles se trouvent en Chine ou en Turquie, que la production des molécules de base utilisées par les multinationales pharmaceutiques, elles sont en Chine, hein, pour une part importante, hein, par exemple 60% de la production mondiale de paracétamol, 90% de la pénicilline, 50% de l'ibuprofène, qui est un élément indispensable utilisé dans les services de réanimation. Bon, tout ça s'est concentré en Chine, et en particulier une bonne partie dans la fameuse province de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, hein, qui a été mise en quarantaine dès le début, ce qui a bloqué la production et les circuits de circulation de ces produits au moment même où l'épidémie se répandait, où la demande mondiale explosait. Alors avec la mondialisation capitaliste et l'expansion des multinationales, on a assisté à l'éclatement de ce qu'on appelle les chaînes de production. Les capitalistes, ils appellent ça les chaînes de valeur, c'est-à-dire la circulation des marchandises entre le moment où on a la matière première, le moment où on a le produit fini, en passant par tout un tas de fabrications de différents composants, tout ça se promenant sur des bateaux, sur des avions, à travers toute la planète. Alors tout ça, ça a éclaté en une série d'entreprises diverses, statuts divers. Donc il y a des multinationales qui ont des filiales, qui traitent avec des sous-traitants, qui traitent des accords avec d'autres multinationales. Donc tout ça, ça crée un réseau qui se construit en s'appuyant en fait sur quatre grandes directions, quatre éléments de départ. D'une part, la recherche de la main-d'œuvre la moins chère possible, donc ce qui permet d'aller implanter des usines dans des pays pauvres où la main-d'œuvre est pas chère et où elle n'est pas organisée. C'est disposer pour ça de transports les moins chers possibles, en surexposant les travailleurs, et qu'à voir comment fonctionnent les grands bateaux qui trafiquent du pétrole avec des équipes de marins qui sont composées de marins de pays pauvres, hein, essentiellement. Il y a aussi la possibilité pour les capitaux de circuler et les marchandises de circuler sur un monde dans lequel il n'y a pratiquement plus de frontières, hein, sinon des frontières qui servent à empêcher les gens de circuler. Et enfin, grâce au développement de la technologie, des nouvelles technologies, hein, de l'informatique et des réseaux de communication, qui permettent à ces entreprises de coordonner leur action entre elles. Et c'est tout ça, tout ce cocktail qui a permis la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire un fondement finalement technologique et
et sociale hein, à travers le monde, et politique avec la disparition des frontières qui étaient liées avant aux grands empires impérialistes. Donc tout ça, ça a conduit à une restructuration entière donc de la place de la production industrielle dans le monde, avec, au bout du compte, au gré des opportunités, d'une certaine manière, et certains pays ont présenté ces opportunités, c'est en particulier la Chine, qui est, parce que justement, d'une part, il y avait une technologie qui était quand même développée, un État puissant qui contrôlait tout ça, des masses de travailleurs, de petits paysans pauvres en particulier, qui étaient prêts à rentrer dans l'industrie, et tout ça, ça a permis à la Chine de devenir en quelques années ce qu'on appelait l'usine du monde, au point qu'elle est actuellement, comme dit la tribune, au centre du jeu de toutes les chaînes de valeur pratiquement. Voilà. Alors le résultat de cette course au profit, ben, ça a développé aussi la pratique du flux tendu. Un flux tendu, c'est on ne produit que ce qui est nécessaire à la production, donc c'est la demande de la production en amont, en aval, pardon, qui attire la production en amont. Ça permet de supprimer les stocks parce que les stocks ça coûte cher. On met les voitures sur les camions, ça évite de les stocker sur des parkings. Mais le problème, c'est que ça diminue les stocks et ça induit une pénurie, ça rend possible une pénurie à partir du moment où il y a un des maillots qui s'arrête. Et c'est ce qui écrit par exemple un dirigeant d'Airbus qui écrivait dans je ne sais plus quel journal, il suffit qu'un élément fasse défaut pour que tout le système s'arrête. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au capitalisme dans son ensemble. Hein, l'économie capitaliste, de certaine façon, elle subit les conséquences de la fragilité de ces chaînes de valeur, de ces chaînes de production, qui se sont avérés incapables de faire face à la brutalité du choc qui est dû à la pandémie à laquelle ils ne s'étaient pas préparés. Le développement précédent est loin d'être exhaustif, hein, mais il me semble qu'il suffit à montrer que la récession actuelle, la forme qu'elle prend, les enchaînements en cascade qu'elle connaît, ne résultent pas de quelconque loi économique immanente qui s'imposerait à nous, contre lesquelles on ne pourrait rien, sinon tenter de se protéger de leurs effets. Enfin, la cause, elle est dans l'organisation capitaliste de la production, la façon selon laquelle, au stade du capitalisme mondialisé, hein, le capitalisme des multinationales, ben, la société humaine produit et échange ses moyens de subsistance. Les réseaux de production et d'échange qui se sont étendus comme des tentacules au cours des dernières décennies, ben, elles l'ont fait pour répondre à une seule exigence, celle de la rentabilité immédiate, dans le cadre de la concurrence entre multinationales. La fragilité qui se révèle aujourd'hui dans ces chaînes de valeur, et qui les rend incapables en fait, de remplir leurs fonctions productives, ben, n'est qu'une conséquence des conditions anarchiques dans lesquelles elles se sont constituées. L'interprétation des secteurs économiques est telle que tout ralentissement, en fait, tout ce qu'on observe, hein, tout ralentissement de l'un d'entre eux se répercute sur tous les autres. Il semble évident hein, que la meilleure façon de lutter contre un virus qui a largement démontré qu'il ne connaissait pas de frontières devrait passer par la recherche et la coopération internationale, aussi bien parmi les instituts de recherche hein, que la mise en commun des moyens de production pour répondre ben, au plus vite aux besoins de l'ensemble de la population mondiale, de façon à éradiquer le plus rapidement possible tous les foyers à partir desquels le virus peut se développer. C'est tenté qu'on puisse trouver une solution, mais au moins l'idée serait quand même là. Or, c'est pas ça qui a été mis en place, c'est le repli national, c'est essayer de trouver une solution à l'intérieur des frontières. Et Macron et ses ministres ils en profitent, hein, nous expliquent que, en plus, hein, que par rapport à la crise, ils ont enfin compris que leurs erreurs du passé, hein, c'est ce fantasme de la mondialisation qui apporterait qui serait l'avenir du monde en quelque sorte, hein, et qui sont décidés à y remédier et à répondre aux attentes des Français. Attentes d'ailleurs que les Échos, le journal des Échos résumait ainsi récemment dans un article, Coronavirus, les Français font des relocalisations la priorité de l'après-crise. Il s'appuyait sur cela, sur un sondage qui avait été organisé et d'après lequel au moins plus de 9 Français sur 10, plus exactement, étaient pour un retour à une économie nationale, des relocalisations, etc., etc. Alors bon, on peut se poser la question, hein, les Échos, c'est pas un journal qui est a priori qui se distingue par son côté antilibéral. Hein, il est plutôt favorable justement à l'économie libérale, à la mondialisation et tout ça. Et on peut se demander pourquoi ces gens-là, sans aucune critique, ils se font l'écho puis de ce type de sondage, si tant est qu'ils représentent vraiment quelque chose.
personne ne sait dans quelles conditions il a été réalisé. En fait, tout ça, c'est pas neutre, hein, et ça correspond en fait à un souci que les échos ont comme Macron, c'est d'essayer de s'appuyer sur le vent, en fait, d'aller dans le sens du poil, euh, parce que la désintégration brutale des chaînes de production a effectivement fait apparaître aux yeux de beaucoup comment dire, la profonde perversité des chaînes de production qui se sont établies avec la mondialisation, qui a fait de la mondialisation le responsable clairement désigné de la situation catastrophique dans laquelle on est, c'est-à-dire où l'économie, c'est-à-dire l'existence de machines, de tout un tas de bateaux, d'avions, etc. Tout ça, les outils, on les a, sauf qu'on ne peut pas les mettre en route parce qu'ils sont bloqués par l'organisation économique du monde. Et tout ça, ça apparaît. Le problème, c'est que penser que on peut sortir de cette situation merdique en revenant à quelque chose qui serait les relocalisations d'entreprises de développement de l'économie nationale, à mon avis, enfin, c'est un leurre, ce que je vais essayer de démontrer, c'est non seulement c'est un leurre, parce que on verra que ça ne peut pas marcher, et en même temps c'est un piège, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve tous ces braves gens sur la même politique. Ce piège, mais Macron et son gouvernement, ben, ils nous le tendent en fait pour mener à bien leur politique au service du CAC 40 et du MEDEF, et ne pas céder bien évidemment le terrain à Le Pen, mais ça c'est secondaire d'une certaine manière, hein. C'est derrière, mais c'est derrière en permanence. De toute façon, actuellement, Montebourg et Mélenchon sont en train de se tirer la bourre sur le même terrain en préparant 2022. Donc, c'est ces aspects électoralistes, mais derrière, il y a quand même une stratégie. Euh, bon, d'une part, les États, ils ont montré depuis longtemps qu'ils n'avaient aucune influence, le moindre contrôle sur les décisions que prennent les multinationales. Bon, si Macron avait le pouvoir de pousser les multinationales à faire quelque chose pour l'intérêt général, ben, il aurait pu le montrer à travers la production de masques et d'appareils respiratoires. Hein. Il est complètement impuissant par rapport à ça. Les multinationales continuent à fabriquer des bagnoles et des avions, et des bombes et des missiles, quoi. Les multinationales, elles ne voient pas plus loin que leurs intérêts immédiats, et ces intérêts immédiats, ils sont certainement pas dans le fait d'essayer de ramener leurs industries à l'intérieur des frontières nationales. C'est un rêve intégral. Par contre, ce qu'elles vont faire, ce que font, c'est utiliser les États pour qu'elles les aident à passer la crise et à se préparer à l'exacerbation de la concurrence qui va se développer, qui est en train de se développer, hein, à travers justement la crise. Se préparer à la reprise, hein, dans les meilleures conditions possibles, si possible en modernisant leurs installations, pour être prêts au moment de la reprise, si reprise il y a. Or, cette reprise, on va le voir, elle est quand même relativement improbable. Et Macron, il s'exécute, hein, il arrose le grand patronat de milliards, tout en essayant de nous faire croire que c'est pour reconstruire une industrie nationale. C'est ça le truc qui est derrière, et on le retrouve dans une formule qui a été utilisée par Europe 1. Europe 1 a interviewé le 10 avril le célèbre ministre de l'économie qui s'appelle Le Maire, et après l'intervention, elle balançait le titre suivant, résumant un peu la position de Le Maire, le mot d'ordre qu'il avait lancé: travail, investissement, exemplarité, le gouvernement demande des efforts aux Français. Alors tout est dans la répartition des tâches et dans les efforts. Donc les efforts, le travail, ben, il est demandé aux travailleurs, mais dans des conditions qu'on est en train, dont on voit déjà le profil, hein. Il y a eu les ordonnances pour permettre aux patrons d'exploiter 60 heures par jour. On pousse à la reprise du travail, sous menace de te virer, de t'empêcher, enfin de plus te payer ton chômage partiel, et dans des conditions complètement dramatiques, face à des patrons qui, eux, sont en train d'expliquer, parce qu'ils sont dans la merde, qu'il va falloir se serrer la ceinture, diminuer les salaires, accepter des horaires de merde, etc. Donc ça, c'est le premier point, de travail. Le second point, investissement, oui, c'est le patron. Donc le maire, il demande au patron à investir, et il leur file du pognon pour ça, hein, des milliards, 10 milliards à Airbus, 10 milliards à Air France pour qu'ils puissent passer la crise, etc., etc. Donc, en fait, ces milliards qui sont censés être donnés aux patrons pour qu'ils puissent investir, bah, ils servent à alimenter les profits, et ils servent à préparer à ce que les patrons se préparent à affronter la concurrence pour sauver leurs profits au cours de l'étape suivante. Et quant à l'exemplarité, l'exemplarité, il faut bien la comprendre dans le sens de solidarité nationale. C'est-à-dire faire en sorte, ce qu'ils nous demandent depuis le début, c'est qu'on est tous unis.
le recul de la consommation de pétrole, qui était déjà patent avant la pandémie, a été brusquement accentué par celle-ci, en particulier dans les transports maritimes, dans tout le système de commerce international, le transport maritime, les routiers, aériens, etc. Et en particulier dans le transport aérien, il est particulièrement touché par la crise, hein. Bon, un exemple, en France, l'aéroport de Orly a été fermé il y a déjà pas mal de temps. L'aéroport de Francfort, qui est un des grands aéroports européens, une plaque tournante européenne du trafic international, il est quasiment à l'arrêt. Les pistes servent de parking aux avions cloués au sol et il y a 20 000 travailleurs qui ont été mis en chômage partiel. Ça donne une image un peu de l'ampleur de la catastrophe et des conséquences sociales que ça a dans un pays qui est relativement moderne, hein. L'Allemagne, c'est pas, ou la France, ce sont des pays qui sont riches, qui peuvent absorber une partie du choc et payer le chômage partiel à des travailleurs, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays au monde. Alors beaucoup de compagnies auront bien du mal à survivre. On parle de faillites, hein, qui sont prévues dans les compagnies low cost en particulier, d'autant qu'une reprise normale n'est pas attendue par les plus optimistes avant 2021. On parle aussi surtout de 2022. On voit des États qui avaient ouvert le capital de leur compagnie nationale envisager aujourd'hui de les nationaliser. C'est le cas en Italie. Alors en France, c'est pas le cas, hein, mais quand même, euh, la Hollande et puis la France ont décidé de mettre quand même 10 milliards à disposition de Air France KLM, dont 7 milliards pour Air France. Et le maire parle aussi d'un prêt de 5 milliards qui serait à l'étude pour Renault. Donc tout ça, ça donne une image un peu de l'intervention des États, ce qu'ils se préparent à faire pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être de la catastrophe. Alors cet arrêt du trafic aérien, le fait que sa reprise ne peut se produire en plus qu'à un niveau inférieur à ce qu'il était avant la crise, ben, ça a une influence sur les perspectives de la construction aéronautique. Et on a vu là récemment Airbus qui est en train de préparer toute une campagne pour expliquer, oh là là, on va vers la faillite pour obtenir d'une part sûrement du pognon de l'État et puis d'autre part de préparer les travailleurs à suer le gouvernement, à se mettre au boulot pour éviter une faillite ou du moins des licenciements et des suppressions d'emplois. Mais ça n'empêche pas Airbus de pousser à la reprise du travail qu'elle explique en disant qu'il y a des commandes à honorer, hein. Mais surtout, c'est la volonté de se placer, de se préparer à la reprise, à affronter une concurrence qui est exacerbée par une probable réduction des marchés, à laquelle elle se prépare en même temps, en préparant les travailleurs psychologiquement, en prenant un licenciement. Et ce raisonnement, ben, il est dans tous les secteurs qui sont en train de pousser à la reprise en ce moment, comme celui de l'automobile, c'est-à-dire essayer de se placer face à la concurrence. C'est un peu comme si vous voulez aller au marché de Pessac vendre des patates. Si vous n'y allez pas, vous risquez pas de les vendre, même s'il y a surproduction de patates. Donc ils sont tous dans cette situation-là. La concurrence est en train de rétrécir, d'augmenter avec la restriction des marchés. Il faut d'autant plus être prêt pour la reprise, pour au moins récupérer une partie de ces marchés. Alors, dans le secteur hospitalier, mobilisé face à la crise épidémiologique, ben, on est face à deux difficultés en quelque sorte. D'une part, ben, c'est le faire face aux conséquences de la destruction qu'a subi le système de santé public au cours des dizaines d'années, hein, par les politiques de tous les gouvernements. Faire face à l'incurie du gouvernement actuel qui est quand même pas très dégourdi, et puis en même temps faire face à la difficulté de s'approvisionner en matériel médical de protection. On raconte pas l'affaire des masques, des respirateurs et tout ça, et puis de traitements, hein, et puis des médicaments, et médicaments destinés à traiter ou au moins à soulager la crise. Et là, on découvre brutalement que les usines capables de fabriquer massivement des masques de façon industrielle, des respirateurs, etc., se trouvent en Chine, en Turquie, dans les pays on découvre brutalement que les usines capables de fabriquer massivement des masques de façon industrielle, ben, elles se trouvent en Chine ou en Turquie, que la production des molécules de base utilisées par les multinationales pharmaceutiques, ben, elles sont en Chine, hein. Pour une part importante, hein, par exemple 60% de la production mondiale de paracétamol, 90% de la pénicilline, 50% de l'ibuprofène, qui est un élément indispensable utilisé dans les services de réanimation. Bon, tout ça s'est concentré en Chine, et en particulier une bonne partie dans la fameuse province de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, hein, qui a été mise en quarantaine dès le début, ce qui a bloqué la production et les circuits de circulation de ces produits au moment même où l'épidémie
se répandait, où la demande mondiale explosait. Donc, tout ça, c'est la conséquence en fait d'un phénomène qui s'est produit au cours de la mondialisation de la production, où l'expansion des multinationales a éclaté les chaînes de production, hein, ce qu'ils appellent les chaînes de valeur, pour montrer bien que ce qui les préoccupe, c'est pas trop ce qu'ils produisent, mais la valeur que ça leur apporte, qui vont de l'obtention de matières premières au produit fini, en passant par la fabrication de divers composants. Alors, tout ça dans une multitude d'entreprises à des statuts divers, qui sont des filiales d'un groupe, des sous-traitants indépendants, sous-traitants appartenant à d'autres filiales, etc. Donc tout un réseau d'entreprises dont la seule, comment dire, le moteur de création de ce genre de système, c'est la recherche de la main-d'œuvre la moins chère possible, associée à la baisse des coûts de transport, qui a permis effectivement de déplacer des marchandises pour pas cher, à l'ouverture des frontières à la circulation des capitaux et des marchandises, ainsi qu'au développement de l'informatique et des réseaux, qui a permis à ces entreprises de coordonner les productions. Donc tout ça, ça a éparpillé les maillons de ces chaînes de valeur sur toute la planète, un peu au gré des opportunités. Et il se trouve que la Chine, parce qu'elle représentait les meilleures de ces opportunités, est devenue en quelques années l'usine du monde, quoi. Et en particulier pendant les 10 dernières années, où, comme le dit la Tribune, il y a 10 ans, la Chine était à la périphérie des principales chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, elle est au centre du jeu. Donc en 10 ans, la Chine est passée de la périphérie des chaînes de valeur, où elle produisait effectivement, mais bon, en dehors, un peu en périphérie, là, elle est au centre du jeu parce qu'elle a acquis une compétence, elle a acquis en particulier dans la recherche, dans le développement. Il y a les écoles d'ingénieurs en Chine n'ont rien à envier, sinon au contraire, à celles qui se trouvent dans les pays, les anciens pays industrialisés, qui au contraire, eux, se déglinguent petit à petit. Alors en plus, cette course au coût minimum, elle a développé la pratique du flux tendu, en réduisant les stocks au minimum et en préparant ainsi la pénurie et le blocage de toute la chaîne lorsqu'un des maillons se rompt. Il suffit qu'un élément fasse défaut pour que tout s'arrête, constaté un dirigeant d'Airbus récemment, et c'est tout ça en fait qui illustre un peu l'état de ce mécanisme-là, qui sont liés à une organisation, qui ne sont pas liés aux capitaux, hein, sont liés à l'organisation, qui résulte de la recherche de capitaux maximum, mais qui se traduit concrètement par des implantations d'usines et puis des réseaux qui communiquent entre elles. L'ensemble de l'économie mondiale subit aujourd'hui les conséquences de ce système, en fait de la fragilité de ces chaînes de production qui se sont avérées incapables de faire face à la brutalité du choc qui est dû à la pandémie, auquel elles ne s'étaient pas préparées. Donc, ce que je viens de développer là, c'est loin d'être exhaustif, hein. On pourrait parler de l'agriculture, on pourrait parler du tourisme qui est frappé d'une manière absolument considérable. Mais bon, ce développement n'est pas exhaustif, mais il suffit à montrer que la récession actuelle, la forme qu'elle prend, les enchaînements en cascade qu'elle connaît, ne résultent en aucune façon de quelconque loi économique immanente contre lesquelles on ne pourrait rien, sinon tenter de se protéger à leurs effets. La cause, elle est dans l'organisation capitaliste de la production, la façon selon laquelle, au stade du capitalisme mondialisé, c'est-à-dire le capitalisme des multinationales, ce sont elles qui font la loi, hein, qui organisent la production, la société humaine produit et échange ses moyens de subsistance, c'est un mot d'Engels, il définissait l'économie comme ça, c'est-à-dire la façon dont les sociétés humaines produisent et échangent ses moyens de production. Aujourd'hui, elle le fait à une échelle globale, dans le cadre du capitalisme mondialisé, et c'est tout ça qui est en panne. Alors ces réseaux de production et d'échange qui se sont étendus comme des tentacules au cours des 10 dernières décennies, ils l'ont fait pour répondre à une seule exigence, celle de la rentabilité immédiate, dans le cadre de la concurrence entre multinationales, et la fragilité qui se révèle aujourd'hui dans ces chaînes de valeur, en les rendant incapables de remplir leurs fonctions productives, n'est qu'une conséquence des conditions anarchiques dans lesquelles elles se sont constituées. L'interprétation des secteurs économiques, en plus, il est tel que tout ralentissement de l'un d'entre eux se répercute sur tous les autres, et on a une espèce d'équilibre instable, comme une espèce de château de sable, de cartes, qui, dès qu'il y en a une qui tombe, fait effondrer tout le reste. Confrontés à une récession qui survient plus vite et plus brutalement que ce qu'ils avaient prévu, hein, les grands patrons, les chefs d'État, les économistes, se penchent sur les mesures qui pourraient éviter qu'elle entraîne l'effondrement du système. Bon, ils le font essentiellement par le recours à des milliards en crédit sans limite, et en même temps, ils prétendent prévoir l'avenir, échapper à leur propre chaos, hein, de la course au profit et à la concurrence mondialisée,
comme s'ils pouvaient, ou s'ils voulaient, faire revenir en arrière la roue de l'histoire, hein. Il nous parle de relocalisation, de retrouver l'indépendance nationale dans certaines industries stratégiques, mais tout ça, c'est du pipeau. C'est surtout pour tenter de dévoyer la colère des plus pauvres, des travailleurs et de la petite bourgeoisie, derrière les illusions, une espèce de miroir aux alouettes, les illusions de repli national, tout en se préparant à une concurrence mondiale encore plus acharnée dans les mois et les années à venir. Il semble évident, hein, que la meilleure façon de lutter contre un virus qui a largement démontré qu'il ne connaissait pas de frontières devrait passer par la recherche et la coopération internationale, aussi bien parmi les instituts de recherche, hein, que la mise en commun des moyens de production pour répondre ben, au plus vite aux besoins de l'ensemble de la population mondiale, de façon à éradiquer le plus rapidement possible tous les foyers à partir desquels le virus peut se développer. C'est tenté qu'on puisse trouver une solution, mais au moins l'idée serait quand même là. Or, c'est pas ça qui a été mis en place, c'est le repli national, c'est essayer de trouver une solution à l'intérieur des frontières. Et Macron et ses ministres, ils en profitent, hein, nous expliquent que, en plus, hein, que par rapport à la crise, ils ont enfin compris que leurs erreurs du passé, hein, c'est ce fantasme de la mondialisation qui apporterait qui serait l'avenir du monde en quelque sorte, hein, et qui sont décidés à y remédier et à répondre aux attentes des Français. Attentes d'ailleurs que les Échos, le journal des Échos résumait ainsi récemment dans un article: Coronavirus, les Français font des relocalisations la priorité de l'après-crise. Il s'appuyait sur cela, sur un sondage qui avait été organisé et d'après lequel au moins plus de 9 Français sur 10, plus exactement, étaient pour un retour à une économie nationale, des relocalisations, etc., etc. Alors bon, on peut se poser la question, hein, les Échos, c'est pas un journal qui est a priori qui se distingue par son côté antilibéral, hein, il est plutôt favorable justement à l'économie libérale, à la mondialisation et tout ça. Et on peut se demander pourquoi ces gens-là, sans aucune critique, ils se font l'écho puis de ce type de sondage, si tant est qu'il représente vraiment quelque chose. Personne ne sait dans quelles conditions il a été réalisé. En fait, tout ça, c'est pas neutre, hein, et ça correspond en fait à un souci que les Échos ont comme Macron, c'est d'essayer de s'appuyer sur le vent, en fait, d'aller dans le sens du poil, parce que la désintégration brutale des chaînes de production a effectivement fait apparaître aux yeux de beaucoup la profonde perversité des chaînes de production qui se sont établies avec la mondialisation, qui a fait de la mondialisation le responsable clairement désigné de la situation catastrophique dans laquelle on est, c'est-à-dire où l'économie, c'est-à-dire l'existence de machines, de tout un tas de bateaux, d'avions, etc., tout ça, les outils, on les a, sauf qu'on ne peut pas les mettre en route parce qu'ils sont bloqués par l'organisation économique du monde. Et tout ça, ça apparaît. Le problème, c'est que penser que on peut sortir de cette situation merdique en revenant à quelque chose qui serait les relocalisations d'entreprises de développement d'une économie nationale, à mon avis, enfin, c'est un leurre, ce que je vais essayer de démontrer, c'est non seulement c'est un leurre, parce que on verra que ça ne peut pas marcher, et en même temps c'est un piège, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve tous ces braves gens sur la même politique, à commencer par les Échos, bien sûr. Ce piège, mais Macron et son gouvernement, ben, ils nous le tendent en fait pour mener à bien leur politique au service du CAC 40 et du MEDEF, et ne pas céder bien évidemment le terrain à Le Pen, mais ça c'est secondaire d'une certaine manière, hein. C'est derrière, mais c'est derrière en permanence. De toute façon, actuellement, Montebourg et Mélenchon sont en train de se tirer la bourre sur le même terrain en préparant 2022. Donc, c'est ces aspects électoralistes, mais derrière, il y a quand même une stratégie. Bon, d'une part, les États, ils ont montré depuis longtemps qu'ils n'avaient aucune influence, le moindre contrôle sur les décisions que prennent les multinationales. Bon, si Macron avait le pouvoir de pousser les multinationales à faire quelque chose pour l'intérêt général, ben, il aurait pu le montrer à travers la production de masques et d'appareils respiratoires. Il est complètement impuissant par rapport à ça. Les multinationales continuent à fabriquer des bagnoles et des avions, et des bombes, et des missiles, quoi. Les multinationales, elles ne voient pas plus loin que leurs intérêts immédiats, et ces intérêts immédiats, ils sont certainement pas dans le fait d'essayer de ramener leurs industries à l'intérieur des frontières nationales. C'est un rêve intégral. Par contre, ce qu'elles vont faire, ce que font,
c'est utiliser les États pour qu'elles les aident à passer la crise et à se préparer à l'exacerbation de la concurrence qui va se développer, qui est en train de se développer à travers justement la crise. Se préparer à la reprise dans les meilleures conditions possibles, si possible en modernisant leurs installations, pour être prêt au moment de la reprise, si reprise il y a. Or, cette reprise, on va le voir, elle est quand même relativement improbable. Et Macron, il s'exécute, il arrose le grand patronat de milliards, tout en essayant de nous faire croire que c'est pour construire une industrie nationale. C'est ça le truc qui est derrière, et on le retrouve dans une formule qui a été utilisée par Europe 1. Europe 1 a interviewé le 10 avril le célèbre ministre de l'économie qui s'appelle Le Maire, et après l'intervention, elle balançait le titre suivant, résumant un peu la position de Le Maire, le mot d'ordre qu'il avait lancé: travail, investissement, exemplarité, le gouvernement demande des efforts aux Français. Alors tout est dans la répartition des tâches et dans les efforts. Donc les efforts, le travail, il est demandé aux travailleurs, mais dans des conditions qu'on est en train, dont on voit déjà le profil. Il y a eu les ordonnances pour permettre aux patrons d'exploiter 60 heures par jour. On pousse à la reprise du travail, sous menace de te virer, de t'empêcher, enfin de plus te payer ton chômage partiel, et dans des conditions complètement dramatiques, face à des patrons qui, eux, sont en train d'expliquer, parce qu'ils sont dans la merde, qu'il va falloir se serrer la ceinture, diminuer les salaires, accepter des horaires de merde, etc. Donc ça, c'est le premier point, de travail. Le second point, investissement, oui, c'est le patron. Donc le maire, il demande au patron à investir, et il leur file du pognon pour ça, des milliards à Airbus, 10 milliards à Air France pour qu'ils puissent passer la crise, etc., etc. Donc, en fait, ces milliards qui sont censés être donnés aux patrons pour qu'ils puissent investir, ils servent à alimenter les profits, et ils servent à préparer à ce que les patrons se préparent à affronter la concurrence pour sauver leurs profits au cours de l'étape suivante. Et quant à l'exemplarité, l'exemplarité, il faut bien la comprendre dans le sens de solidarité nationale. C'est-à-dire faire en sorte, ce qu'ils nous demandent depuis le début, c'est qu'on est tous unis, c'est l'unité nationale, des travailleurs, des patrons, de toute la nation face à l'adversité. Autrement dit, ça revient, alors qu'ils augmentent la guerre de classe, qui font tout pour permettre aux patrons de nous surexploiter, c'est nous demander de rester l'arme au pied, et bien évidemment, ça résume cette politique-là. Mais cette politique, justement, elle prépare le prolongement de la crise. On a des milliards pour les patrons, au prix d'un endettement public sans précédent d'ailleurs, des efforts demandés aux travailleurs. On est dans la continuité empire, en fait, de la politique qui a été pratiquée pendant les 10 années qui ont suivi la crise 2007-2009, avec les résultats qu'on connaît. Elle a certes garanti des dividendes hors normes à une poignée de parasites, il n'y a qu'à voir ce qu'ont empoché en France les actionnaires du CAC 40, mais c'est partout pareil dans les grandes économies capitalistes. Tout ça au prix d'une aggravation sans précédent des inégalités sociales, au point que ça pète un peu partout, tous les coins de la planète, et préparant surtout la situation dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire un capitalisme mondialisé en panne, avec sous la menace d'une crise économique qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est-à-dire un ralentissement qui se transforme en récession et qui risque de se transformer en déflation pour les années à venir, avec en même temps une aggravation considérable du risque de krach financier, auquel on a échappé jusqu'à maintenant parce que la pandémie semble l'avoir pris de court, mais qui est en train de se regonfler à fond la caisse. Alors, personne ne peut prévoir comment cette mécanique infernale, parce que c'est une mécanique infernale, c'est un terme qui a été utilisé par Michel Husson, on ne sait pas comment ça va se dérouler dans les sens, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette récession mondiale, elle n'a aucune chance de ralentir, au contraire, elle ne peut que s'aggraver, même si un petit rebond peut se produire, comme ils espèrent tous ce rebond, ils n'ont pas le choix de toute façon, donc ils l'espèrent et ils pensent qu'il va se produire, mais quand l'économie va être maîtrisée, mais bon, on verra bien, mais c'est peu probable. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on prépare une nouvelle exacerbation de la concurrence internationale qui va avoir pour effet d'accentuer encore toutes les politiques que j'ai montrées à l'œuvre là depuis le début. C'est-à-dire, pour faire face à la concurrence, il faut que les États vont aider les patrons, d'une part en les gavant de milliards, pour essayer d'échapper au ralentissement de l'économie,
tout en surexploitant les travailleurs, parce que les richesses produites sont quand même basées sur l'exploitation des travailleurs, et que pour gagner du pognon, les patrons, ils ont besoin d'exploiter les travailleurs, et de les exploiter d'autant plus que la crise se développe. Voilà. Euh, avec pour conséquence au bout du compte de tout ça, ben, une exacerbation des conditions de, cette, de ce ralentissement économique, parce que les patrons, ils ont beau fabriquer, il faut aussi qu'ils vendent pour pouvoir faire leur profit. Pour ça, il leur faut des marchés solvables, sauf que le problème, c'est que ces marchés solvables sont en train de diminuer du fait ben, justement de la régression sociale que subissent des millions de personnes dans le monde, des travailleurs au chômage, qui consomment moins que les travailleurs qui sont au travail et qui ont un bon salaire. Et tout ça, ça crée une espèce de ce qu'on appelle une spirale récessive qui a aucune chance de se résorber. Alors la réponse, en même temps qu'ils balancent des milliards, ils exacerbent la concurrence mondiale. Hein. Trump est en train de relancer une nouvelle offensive contre la Chine. Alors il le fait avec sa finesse habituelle. Là, il a lancé récemment une offensive, comment dire, propagandiste, en essayant de faire croire, en reprenant une rumeur qui attribuait à un laboratoire situé à Wuhan, un laboratoire biologique, la responsabilité est d'avoir fabriqué le virus et de l'avoir laissé s'enfuir, peut-être alors par erreur humaine ou peut-être par malveillance, on ne sait jamais, avec les Chinois. Bon, tout ça, c'est du pipeau, bien évidemment. Ça sert à justifier une politique, mais c'est une politique qui, en même temps, se retourne contre les intérêts même des sociétés américaines, en fait, de certaines, qui sont justement embringuées dans des chaînes de production, des chaînes de valeur à travers la planète. Apple, par exemple, fabrique pas un seul truc aux États-Unis. Tout est fabriqué, tout est assemblé, fabriqué, etc. En Asie, en Chine, en Corée, etc. Et donc tout ça, cette concurrence, cette guerre commerciale qui cherche à fermer les frontières, se retourne, y compris contre la stratégie des entreprises nationales elles-mêmes, c'est des multinationales. Alors tout ça, ça montre en fait que pas plus les stratégies commerciales à la con de Trump et consorts que les milliards dont les États et les banques centrales inondent les marchés ne peuvent sortir le capitalisme mondialisé de la nasse dans laquelle il s'est enfermé hein, par sa propre logique en fait. Et alors avec la crise de 2007-2009, l'économie mondiale était entrée dans une situation de surproduction chronique hein, qui s'est traduite au fil des années par une diminution de la productivité du travail comme du commerce international. C'est-à-dire que comme du fait de la diminution en fait des marchés solvables, du ralentissement des marchés solvables à l'échelle de la planète, la production trouve de moins en moins de débouchés, ben, comment dire, elle devient pas négative, c'est-à-dire on fabrique toujours plus de marchandises d'une année sur l'autre, mais la courbe d'augmentation n'augmente plus comme avant, elle a tendance à fléchir, à diminuer, et ça traduit en fait une tendance à la récession, une tendance à un ralentissement économique qui s'est brutalement accentué pour s'inverser d'ailleurs avec la crise du coronavirus, puisque l'effondrement, puisque la récession en question, le ralentissement, s'est transformé en effondrement brutal, en récession profonde, dont les conséquences sociales sont très importantes, avec une aggravation du chômage, de la précarité, de la pauvreté, qui vont à leur tour entretenir la spirale récessive. C'est la logique, elle est là. À partir du moment où vous êtes dans une situation de crise, de surproduction, toute diminution du marché solvable, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles d'acheter vos marchandises, vont se traduire par une augmentation de cette récession. Donc tout ça, c'est en route. On est dans un système qui est en train de s'auto-entretenir à la baisse de la production, si vous voulez. Et baisse de production qui va se traduire par du chômage, qui va avoir tendance à relancer, à rediminuer les marchés solvables dans cette spirale qui va se développer. Alors le problème, c'est que la baisse de la production ne diminue pas pour autant la quantité de capitaux produits, au contraire, hein, les capitaux, malgré la baisse des taux de profit, malgré tout un tas de trucs, continuent à gonfler, et cette augmentation de capital, cette suraccumulation des capitaux, va se traduire par une fuite de ces capitaux qui ne trouvent pas à s'investir justement sur l'économie productive qui est en train de ralentir, ben, ils vont aller continuer à s'investir dans la spéculation, sur les bourses, sur les marchés financiers, trafiquer sur du pétrole, si c'est encore rentable, mais ça pose des problèmes quand on voit que tout est en train de se casser la figure. Et puis surtout, ils vont s'investir dans la dette. Hein. Ils vont essayer de vous fourguer des emprunts pour que vous puissiez acheter jusqu'au moment où vous ne pouvez plus rembourser vos emprunts. Et ils prêtent du pognon aux États pour que les États
puissent prêter de l'argent aux entreprises, financer les marchés, etc., dans une espèce de spirale complètement dingue qui prépare le prochain krach financier. On est dans cette logique-là. Alors, les États et les banques centrales, hein, tout ce qui dirige en fait l'économie mondiale, qui gère l'économie mondiale au point de vue de la gestion des capitaux, la circulation des capitaux, ben, ils ne peuvent perpétuer leur domination. Hein. Le capitalisme est en faillite, mais la faillite du capitalisme, il va pas fermer boutique. Il va se dégringoler, il va nous entraîner dans une spirale de plus en plus catastrophique, et avec comme conséquence d'entretenir toujours plus la surexploitation, d'envoyer de plus en plus de gens au chômage, dans la précarité, et ils n'ont aucun moyen de stopper cette fuite en avant. Ils nous entraînent vers les catastrophes. Bon, on l'a vu, la catastrophe sociale surtout, parce que nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas tellement leur pognon, on s'en fout un peu, mais c'est surtout la catastrophe sociale dans laquelle ils nous entraînent, et la catastrophe écologique à laquelle on ne pourra pas échapper. Donc sortir de la faillite dans laquelle ils nous enferment, il n'y a pas 36 solutions, c'est en finir avec le capitalisme. Alors, ce que je viens de dire, là, en finir avec le capitalisme, posé comme une nécessité, ça apparaît évidemment comme un slogan, mais en réalité, c'est au-delà du slogan. Hein, c'est bien ça émane bien de tous les raisonnements que j'ai pu développer auparavant, qui viennent d'une analyse qui est partagée par beaucoup de la situation dans laquelle se trouve le capitalisme aujourd'hui. Il suffit de lire la presse pour voir à quel point, y compris la presse économique, à quel point les capitalistes se posent même la question de comment sortir de leur crise, hein, qu'ils envisagent comme catastrophique. Alors avant d'aborder ce que les courants marxistes révolutionnaires dont je fais partie se posent la question de ce changement de société, de comment sortir du capitalisme, ce qui n'est pas simple, hein, personne n'a la solution. Je veux d'abord discuter un peu des positions de l'antilibéralisme, qui est le courant d'idées dans lequel on peut classer la France insoumise, le Parti communiste français, des associations comme Attac, les économistes atterrés, etc. Des gens avec qui nous partageons beaucoup des analyses, avec qui on se retrouve dans les bagarres contre, bien sûr, les offensives du capital, mais avec lesquels on a des divergences de fond, sur lesquelles je vais rapidement passer pour essayer de les illustrer. Alors, justement, pour illustrer ce qui nous sépare, de mon point de vue, je vais reprendre en fait deux phrases d'un texte qui est pas mal repris dans les milieux militants en ce moment, qui me semble représentatif des positions antilibérales. C'est la tribune Plus jamais ça pour le jour d'après, hein, qui a été signée en particulier par Martinez, le patron de la CGT, la présidente d'Attac et beaucoup d'autres. Hein. Ce texte, il commence ainsi, en mettant le pilotage de nos sociétés dans les mains des forces économiques, le néolibéralisme a réduit à peau de chagrin la capacité de nos États à répondre à des crises comme celle du Covid. Alors, si on comprend bien ce qui est écrit là-dedans, en traduisant force économique par en bon français, hein, ce texte il nous dit que la prise de contrôle de nos sociétés par les sommets financiers et industriels de la classe bourgeoise aurait commencé avec l'entrée dans la période néolibérale, c'est-à-dire à la fin des années 70. Mais bon, ma connaissance, c'était bien évidemment le cas avant, pendant les 30 Glorieuses, hein, au cours desquelles c'était bien ces forces économiques-là qui jouaient, hein, qui dirigeaient la société. Alors certes, dans l'ombre des États-providence ou des gouvernements de gauche qui dirigeaient ces États-providence, et c'était ces forces économiques qui ont mené leurs affaires dans ce cadre-là, et dont les contradictions ont conduit à la crise des années 70 sur laquelle le capitalisme, les 30 glorieuses, se sont cassés le nez. C'est pas tombé du ciel la crise des années 70, c'est la logique du développement du capitalisme, des forces qui contrôlaient la société à cette époque-là, sous l'égide des États-providence, dans une autre structure, dans d'autres rapports aux forces sociaux, entre guillemets, mais qui sont arrivés à une crise. Et les États, à cette époque-là, à ma connaissance, ils sont montrés tout aussi incapables de gérer la crise que l'État actuel est incapable de gérer la crise actuelle. Donc il y a ici une petite entourloupe qui fait que, qui essaie de dédouaner un peu une situation qui n'est plus à l'ordre du jour depuis longtemps, pour essayer de masquer la réalité actuelle d'une certaine manière. La crise, la façon dont les États ont fait face à la crise des années 70, c'est justement la réponse de Reagan aux États-Unis, la réponse de Thatcher en Angleterre, mais qui a été très vite suivie par Mitterrand en France,
qui dirigeait un gouvernement d'union de la gauche, qui a été mis en place par l'union de la gauche, l'union PS-PC à l'époque, qui a continué par la suite, même si le PC s'est retiré, c'est quand même tout ça qui a conduit en France l'offensive néolibérale. Et ça, on ne peut pas l'oublier, quoi. On ne peut pas l'oublier, cette phrase fait une impasse qui est quand même assez inquiétante. Alors, une autre phrase, qui est un peu plus loin, qui nous explique que la relocalisation des activités dans l'industrie, dans l'agriculture et les services peut permettre d'instaurer une meilleure autonomie face aux marchés internationaux, de reprendre le contrôle sur les modes de production et d'enclencher une transition écologique et sociale des activités. Bon, cette phrase, elle relève un peu des mêmes types de raisonnements, hein, qui sont des raisonnements trompeurs. Elle fait comme si la société n'était pas divisée en classes sociales. C'est un peu bizarre que Martinez ne le sache pas. Classe sociale aux intérêts inconciliables, et que ne régnait pas sur elle, justement, sur toute la société, sur toute la planète, les lois du profit et des marchés, de la propriété privée, sous la férule d'un État de classe. Hein, et comme si, pour sortir de cette crise profonde du capitalisme, il suffisait finalement, pour qu'on retrouve en gros une organisation sociale qui était semblable à celle des temps heureux mythiques des 30 Glorieuses, de voter pour un bon gouvernement, nanti de bons programmes. Parce que derrière cette tribune qui se veut apolitique, entre guillemets, qui se contente de se placer sur le terrain social pour exiger des changements et pour donner des idées de comment on peut changer, en fait, la seule perspective qu'elle ouvre, c'est finalement de bien voter en 2022. Ce à quoi se prépare Mélenchon, ce à quoi ils se préparent tous. Hein. Actuellement, il y a Montebourg est revenu sur le devant de la scène et fait de l'ombre à Mélenchon. C'est le problème qui se pose dans ces milieux-là. Bon, de plus, ce qu'il faut dire aussi, hein, c'est pas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire, hein, c'est qu'en se plaçant sur le terrain de Macron finalement, parce que à partir du moment où on fait des relocalisations de l'industrie, de l'agriculture, etc., de l'autonomie nationale, sachant qu'est-ce que ça veut dire quand c'est la bourgeoisie internationale qui dirige un pays, il se place sur ce terrain de Macron, où il se place lui pour nous endormir, mais de fait, ça donne un crédit, même s'ils n'ont pas l'intention de le faire, ça donne un crédit à la politique de Macron, en laissant croire que tant quoi c'est pas le fond de la politique, c'est-à-dire relocaliser, mais c'est bien discuter pour savoir qui c'est qui va le faire, quoi. Est-ce que c'est Macron qui ment, hein, qui essaie de nous endormir, ou est-ce que quelqu'un d'autre qui aurait vraiment envie de le faire permettrait de le faire dans le cadre des institutions, quitte à changer éventuellement le numéro de la Constitution. Toute l'analyse de la situation actuelle, comme les expériences douloureuses du passé, je vous passe sur l'Union de la gauche, Syriza en Grèce, Podemos qui vient de se foutre avec le gouvernement du PSOE actuellement pour mener ses politiques en Espagne. Bon, tout ça, ça montre que c'est un leurre, et en même temps, ça nous désarme, quoi, d'une certaine manière. La vraie question qui se pose à l'heure actuelle, dans la situation catastrophique dans laquelle se trouve le capitalisme, c'est bien de savoir qui décide des 99% de la planète qui produisent toutes les richesses, ou des 1% qui les accaparent. Hein. Et il y a urgence, effectivement, je crois, à prendre le contrôle des modes de production et à enclencher une transition écologique et sociale, comme le dit la tribune de Martinez et compagnie, mais ça ne peut pas passer par les urnes, ni se produire dans le cadre des frontières nationales. C'est ça la discussion, en fait, avec ces groupes-là. Donc ça nous amène à discuter, bien évidemment, de notre point de vue. Alors, ce point de vue, il s'appuie sur l'existence de la vague de contestation mondialisée qui a déferlé au cours des mois précédant le déclenchement de la pandémie, dans une multitude de pays. Hein, j'y reviens, enfin, je le disais au début, ici avec le mouvement des Gilets jaunes, les urgentistes, puis le mouvement contre la réforme des retraites. Tout ce mouvement, il n'est pas épuisé. Hein. La révolte, la colère, la détermination à imposer des changements sociaux ne peuvent au contraire que se renforcer, alors que le capitalisme n'en finit pas d'étaler ses tares, hein, on les voit de plus en plus au grand jour, et puis les dirigeants politiques, leur cynisme, leur mensonge et leur incapacité de toute façon à faire face à la crise d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que pour des millions de jeunes, de travailleurs, le besoin de comprendre, de discuter des perspectives pour en finir avec ce monde en faillite, il s'exprime plus que jamais. Ça nous amène à penser qu'une ère de révolte et de révolution s'est ouverte. Elle a besoin de se donner un programme
en fixant des objectifs assez luttes, en visant à répondre aux urgences sociales d'une part, économiques, écologiques et démocratiques, mais dans la perspective d'un changement révolutionnaire de l'organisation économique et sociale du monde. On discute souvent d'un plan d'urgence sociale. Le plan d'urgence sociale, c'est répondre aux urgences immédiates en imposant des mesures au gouvernement, mais ça suffit pas. Il faut en même temps, à travers ces exigences, en poussant, en menant ces bagarres pour obtenir ces exigences, garder dans un coin de la tête qu'on le fait, mais qu'on aboutira au résultat que si on fout en l'air, à travers ces luttes, pour obtenir ces revendications, si on garde en tête l'objectif final qui est de changer les rapports sociaux qui régissent ces sociétés-là, et tout ça à une échelle mondiale, parce que l'économie mondiale à l'heure actuelle, l'humanité est arrivée à un tel stade de, 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 de généralisation, de globalisation de l'économie, qui serait extrêmement coûteux, y compris de revenir en arrière, et que c'est pas souhaitable. Alors la première des urgences, ce que je disais à l'instant, c'est bien sûr de répondre aux besoins sanitaires, et ça implique en particulier de répondre à l'urgence sociale, alors que les classes populaires vont subir de plein fouet, bien plus encore que dans les pays pauvres d'ailleurs, les conséquences d'une récession qui ne s'arrêtera pas avec l'épidémie. Je pense que ce qui émanait de ce que j'ai raconté avant, c'est justement qu'on va vers une récession beaucoup plus profonde, et qu'à voir actuellement, on nous annonce ce qui s'annonce par exemple dans des boîtes comme Airbus, ils reprendront pas au même niveau, on le sait, c'est une réalité, quoi. Et donc ça veut dire des chômeurs un peu partout. Quand on discute d'Airbus, on imagine un peu ce que ça va être dans tout un tas d'autres secteurs qui n'ont pas les reins aussi solides qu'Airbus. Alors donc, alors que les gouvernements vont redoubler des offensives pour tenter de nous faire payer leurs dettes, nous devons exiger l'annulation justement de toutes les dettes publiques, à commencer par celles des pays pauvres. Parce que là, ils sont en train de balancer des milliards sous forme de dettes. Après, ils vont exiger le retour. Ça va contribuer à ruiner encore plus des pays. Et tout ça, éviter la faillite des banques d'ailleurs, ça veut dire annuler les dettes. Voilà, c'est tout. Pas... Et il faut en finir aussi avec la distribution à fonds perdus des milliards qui vont au marché financier et qui finissent dans la spéculation et dans la dette. Il faut en finir avec ça. Et l'argent doit aller directement là où on en a besoin, c'est-à-dire au financement des productions indispensables, comme à fournir leurs moyens de subsistance à des millions d'individus qui sont aujourd'hui privés de tout revenu et qui risquent de continuer à l'être dans l'avenir pendant un temps qui est relativement long. Et puis les entreprises, les petites entreprises, les travailleurs indépendants, ils sont pris à la gorge, les artisans, ils doivent pouvoir bénéficier de crédits gratuits. Donc tout ça, euh, c'est une orientation de l'utilisation des capitaux disponibles sur la planète. Ça suppose qu'on en retire le contrôle aux institutions financières. Une telle orientation de l'utilisation des capitaux suppose qu'on en retire le contrôle aux institutions financières privées, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est-à-dire spéculer sur la merde qui est en train de se dérouler pour essayer de voir comment ils vont tirer du profit de la situation catastrophique dans laquelle on est, en les expropriant, elles ont assez joué, pour constituer des monopoles financiers, socialisés, des espèces de banques centrales. Alors en Europe, ça pourrait être la BCE, placée sous le contrôle démocratique des populations. Ça, c'est un des objectifs qui fait partie, qu'il faut associer systématiquement, je crois, au plan d'urgence immédiat, c'est-à-dire revendication, parce que c'est la seule façon de contrôler, d'une part, de mettre fin à cette course vers les cracks financiers et de contrôler l'économie. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, en s'appuyant sur toutes les structures physiques, organisationnelles, qu'il y a à l'intérieur de ces banques. C'est pas magique, il y a des employés, il y a des gens qui contrôlent les lignes d'écriture, il y a des ordinateurs, il y a des réseaux informatiques, tout ça c'est le contrôle de travailleurs, et contrôler ces banques-là, c'est tout à fait possible, il suffit d'exproprier les sommet, de dire on ne travaille plus pour les profits de la poignée d'actionnaires de ces machins-là, on travaille pour satisfaire les besoins en financement des activités utiles dans la société et pour secourir les gens qui sont dans la merde la plus noire et à qui on va pas trouver un travail immédiatement, mais à qui il faut absolument fournir les moyens de vivre, financer le système de santé, etc., etc. Donc tout ça, c'est une condition pour ne pas faire les frais justement de la politique des multinationales, en engageant une politique de coopération au niveau européen, pour commencer. Moi, je parlais de la BCE tout à l'heure, mais ça peut s'étendre à l'échelle de la planète, et ça devra s'étendre à l'échelle de la planète, parce que justement, la circulation des capitaux, elle est sans frontières. Et c'est une condition aussi pour réorganiser la production mondiale de biens et de services
en rompant radicalement avec 40 années de mondialisation anarchique. J'insiste sur le mot anarchique. C'est pas tellement la mondialisation moi, qui pose problème pour moi, c'est surtout le fait qu'elle est anarchique et qu'elle répond à des soucis qui sont uniquement liés sur la perspective de profit immédiat. Ça suppose tout ça, dont l'expropriation des principales multinationales, hein, celles qui organisent, sont 148, je crois, à l'échelle de la planète, quelque chose comme ça, autour de laquelle s'organisent toutes les productions, quoi. À part, bien sûr, les petites productions locales qui tournent en circuit fermé et qui échappent encore à la mainmise, et encore, c'est assez compliqué. Tout le reste, ça tourne autour de quelques multinationales sur lesquelles sont branchés des tas de sous-traitants, d'entreprises, etc., qui dirigent en fait l'Organisation mondiale de l'économie. Et la question, c'est de prendre le contrôle de ces entreprises, de faire comme avec le système bancaire. Ce sont les travailleurs qui sont à l'intérieur, qui peuvent contrôler, parce qu'ils contrôlent déjà ces productions. C'est sur eux que ça repose, sur les techniciens, les ingénieurs, les ouvriers qui un peu partout dans le monde communiquent entre eux et fabriquent les avions, les morceaux qui vont de bout à l'autre à la planète, etc., etc. Donc ça, c'est une des conditions. Exproprier les patrons des multinationales, prendre le contrôle du fonctionnement de ces multinationales, et c'est à partir de là qu'on pourra, sur la base de production, comment dire, organisée par rapport à la satisfaction du besoin, qu'on pourra aussi supprimer tous les trucs complètement aberrants qui consistent à faire circuler des pièces de bout de la planète à l'autre pour gagner 3 cacahuètes. C'est-à-dire supprimer tout un tas de sous-réseaux qui servent à rien, avec aussi une autre perspective, c'est de mettre fin à la concurrence qu'il y a entre des multinationales qui font exactement le même travail. Je pense à Boeing et Airbus, par exemple, qui fabriquent les mêmes avions, avec les mêmes pièces détachées par rapport à fabriquées par les mêmes sous-traitants à peu de choses de près, et qui se tirent la bourre au risque de créer des accidents, parce que comment dire, pour arriver à produire aussi vite que la concurrence, eh bien, on passe sur certaines procédures de sécurité, ce qui fait que les Boeing Max, là, ils se sont cassés la figure et ça fait je ne sais plus combien de centaines de morts. Ce système-là, d'une part, c'est dangereux, puis c'est un gâchis de travail. Il y a des ingénieurs qui bossent, des techniciens qui bossent, non pas pour produire un produit adapté aux besoins, mais pour produire pour un produit qui soit capable de concurrencer le produit adverse. C'est une aberration monumentale et c'est une source nécessairement une source d'économie gigantesque par rapport justement à cette perspective d'une société économe en énergie, économe respectueuse de l'environnement. Donc tout ça, c'est le fondement, je crois, enfin, c'est l'issue qui me paraît beaucoup plus rationnelle que d'essayer de reconstruire à l'intérieur d'un pays par le biais de relocalisation, ramener dans un pays un truc qui est... Non, mais il y a des trucs qui n'ont jamais été, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a jamais eu en France, à ma connaissance, de grande production de circuits imprimés, de circuits intégrés, des choses comme ça. Il y a un peu, bon, relocaliser tout ça, non, on va utiliser. Alors après, ça repose sur une optimisation, une rationalisation de toutes ces chaînes, mais qui est du travail, comment dire, effectivement, rapprocher de certains lieux de consommation des lieux de production, ça paraît logique et ça pourra se faire, et ça devra se faire, mais à condition qu'on ait pris le contrôle de l'ensemble de la machine à l'échelle internationale. Alors, cette prise de pouvoir, il faut bien voir ce que ça ouvre comme perspective. Ben, ça ouvre la perspective sur ces espèces de réseaux qui restent tissés, qui sont issus des vieilles multinationales privées, ben, c'est la coopération des hommes à l'échelle de la planète pour répondre à leurs besoins en termes de moyens de subsistance, de biens et de services, comment dire, et donc ça constitue la structure de la production mondiale sur laquelle, qui doit se placer ensuite sous le contrôle d'une gestion démocratique qui est basée sur une planification démocratique qui vient des populations. C'est-à-dire que décider de qu'est-ce qu'on produit, où on le produit, en quelle quantité, ça doit répondre à un plan de planification globale dans laquelle sont concernées l'ensemble des personnes de la planète. C'est ça la perspective qui nous paraît rationnelle, raisonnable, et à laquelle il faut qu'on ait dans un coin de la tête. Alors ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul, ça ne se décrète pas, mais au moins ça fixe une perspective à nos revendications, à la façon dont nous voyons, nous, la société future, telle que nous, non pas revenir en arrière à une société qui n'a jamais existé, mais envisager une société future qui soit organisée, qui permette
la satisfaction des besoins de tous les êtres humains de la planète, hein, en collaboration, répondre à ces besoins-là, tout en respectant l'environnement, parce qu'une des conditions essentielles, on oublie parfois, mais moi c'est que si notre planète ne nous permet plus à un moment donné, parce que les écosystèmes sont détruits, parce que les ressources sont épuisées, de continuer à vivre, bon ben c'est pas la peine. Le film s'arrête, quoi. Et donc la question qui est sous-entendue dans le cadre d'une perspective comme celle que j'en défends, c'est que satisfaire les besoins des hommes, de tous les hommes, ça passe par le respect de l'environnement. C'est-à-dire, sinon, on respectera rien du tout. Hein. Voilà. Donc, ce sont les fondements de tout ça. Donc, pour conclure là-dessus, comment dire, la perspective. Alors, le plan que je viens de débaucher là, qui peut paraître un peu utopique et qui peut paraître un rêve, en réalité, il faut. Bon, je pense que c'est quelque chose qui apparaît maintenant, hein, depuis très longtemps, dans la tête des militants révolutionnaires marxistes. Il y a cette idée que la société, à un moment donné, le capitalisme euh, les, prépare le monde futur, en quelque sorte, hein, à l'intérieur. Et c'est justement la contradiction entre ce monde futur qui se développe et puis la contrainte que lui impose la propriété privée des moyens de production, qui crée une situation révolutionnaire. Bon, je crois qu'on arrive actuellement dans cette période. Donc ce monde, il a créé ces contradictions qui obligent à tout foutre en l'air, mais en même temps, se sont développées à l'intérieur. D'une part, les conditions matérielles, l'organisation économique et sociale qui permettra de développer une nouvelle société sur d'autres bases. Et puis, comme il disait, les fossoyeurs, c'est-à-dire une classe ouvrière révoltée à l'échelle de la planète, qui a besoin de se libérer de ce carcan, c'est-à-dire le carcan de l'exploitation de la propriété privée, pour vraiment exploiter et rendre dans un sens positif, dans un sens utile à tous, en enlevant tout ce qui en fait des systèmes pervers, le système économique et les moyens de production, pour utiliser le terme de Marx, qui sont apparus au cours de cette histoire, alors dans la contrainte du capitalisme, même par le travail des hommes. Voilà. Merci.